Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente des autres. En effet, aujourd'hui c'est un petit hors-série en attendant le prochain épisode qui ne va pas tarder à arriver. Pour cette vidéo, je vous propose d'explorer les prémices de l'univers magique de la plus célèbre école de sorciers en analysant la bande-annonce du jeu Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. En effet, après une première vidéo coup de poing en septembre 2020 qui officialise l'arrivée d'un jeu basé sur Poudlard, Warner Bros nous a offert en mars dernier une vidéo de 14 minutes nous introduisant le gameplay, les lieux, les créatures et tout ce qui caractérisera le jeu Hogwarts Legacy. L'annonce d'un RPG dans le monde magique d'Harry Potter a affolé la Pottersphere qui réclame un jeu de la sorte depuis des années, et leurs prières ont été entendues. La sortie originale du jeu était prévue en 2021, mais a été repoussée en 2022 et je ne pouvais pas attendre davantage avant d'en parler. Alors cette vidéo sera la première d'une série autour de Poudlard. Dans celle-ci, je vais uniquement analyser les décors, l'architecture de Poudlard qu'on voit dans la bande-annonce. On aura certainement une vidéo qui suivra à la sortie du jeu pour débunker un petit peu ce qu'on aura vu dans cette vidéo. Et tout ça sans oublier qu'on aura un double épisode d'architecture fictionnelle dédié à Poudlard qui sortira indépendamment des vidéos liées au jeu. Alors avant même de regarder les bandes annonces, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un jeu basé sur l'univers de Poudlard? Dans les précédents jeux Harry Potter qui suivaient chaque film, Poudlard a pas mal changé d'apparence. Entre les premiers jeux où on avait un Poudlard qui essayait de ressembler un peu plus à la description des romans, mais l'exploration était quasiment inexistante, et petit à petit le château s'est agrandi et complexifié pour arriver à un niveau acceptable dans l'Ordre du Phénix ou le Prince de Sang-Mêlé, où là on avait un château quasiment identique à celui des films. On avait les pièces célèbres et un peu plus vu qu'il fallait meubler un petit peu le bâtiment, ne serait-ce que pour avoir les couloirs qui mènent aux différentes pièces importantes. Malheureusement, et c'est compréhensible, il y a des limites, on ne peut pas explorer tout le château et des tas de portes restent fermées et des parties du château inaccessibles. Les PC et consoles de l'époque n'étaient certainement pas capables de prendre en charge la modélisation entière du château, qui est plus que gigantesque, alors les créateurs des jeux se concentraient sur les lieux importants des films et des romans qui servent à l'intrigue du jeu, pour qu'on ait un minimum le sentiment d'explorer le château, mais il y a 60, 70, voire 80% du château qui reste inexplorable. Je me rappelle, dans l'Ordre du Phénix, il me semble, on peut aller dans les toilettes de Mimi Géniard, ce qui est cool. On a des espèces de robinets qui servent d'entrée à la chambre des secrets. On peut même jeter un sort à l'évier pour qu'il se baisse dans le sol, comme dans le film en fait. Et on peut regarder le trou, mais c'est tout. On peut pas aller plus loin, et c'est d'une frustration énorme en fait quand on sait que dans le film, les gens sautent dans le trou pour accéder à la chambre des secrets. Je pense ne pas être le seul à avoir ressenti ce genre de frustration, et c'est pas uniquement le cas dans les jeux Harry Potter, il y a des tas de jeux où ça se passe comme ça. Malheureusement, on faut faire avec. Aujourd'hui, les mondes ouverts sont présents dans énormément de franchises et l'espoir d'un Poudlard complet, explorable à 100% et au-delà, attise vraiment la curiosité des fans de la franchise. Découvrir des pièces inédites, jamais vues dans les films, jamais même évoquées dans les romans, le château est très grand et des tas de pièces, de placards à balayer, de salles de classe, de caves et autres secrets à inventer pour combler les vides du château et les vides de l'histoire aussi, puisqu'en fait le jeu se déroule à la fin du 19e siècle, vers 1890 plus exactement. Donc on se demande vraiment à quoi ressemble le château à cette époque-là. Eh bien je crois que les développeurs ont bien anticipé la question puisque après une courte introduction au jeu, la première image est un plan large de Poudlard. On reconnaît plutôt bien le château même si son apparence a été retravaillée. Ici on a les décors de la cathédrale accolés à la cour de métamorphose. Ça c'est la tour de défense contre les forces du mal ou la tour d'astronomie parce qu'en fait dans les films c'est la même tour, on ne discerne pas les deux. On voit aussi une grande serre dans un style très 19e qui change avec les serres très rectangulaires et strictes qu'on voit dans les films. À droite on voit se dessiner la volière et on aperçoit discrètement à gauche la cour d'entrée. Alors on reconnaît bien le château, mais il y a quelques petits trucs qui changent. Premièrement, si je vous montre les plans larges les plus utilisés dans les films comparés à ce plan, on remarque qu'on n'utilise pas le même côté. En effet, dans les films, quand on voulait montrer le château en entier, on utilisait ce côté-là du château, avec la cour d'entrée, le viaduc, la falaise et le lac, qui est une vue très théâtrale, très mise en scène et très orientée. On remarque que tous les bâtiments en fait se rassemblent en un seul point. Alors que cette fois on nous montre ce côté-là, bien moins connu du château, mais pourtant ça nous amène à autre chose qui change, les fans de la saga l'auront sans doute remarqué, c'est cette cour. Alors oui, le château et le parc changent souvent d'apparence, et notamment dans les romans, il y a des tours qui disparaissent, il y a des bâtiments qui bougent, mais on n'a jamais rien vu qui ressemblait à un jardin. Alors pourquoi introduire un jardin, une cour qui n'a jamais existé? Eh bien ça c'est à cause, ou je dirais même grâce, à l'introduction du monde ouvert. Parce que qui dit monde ouvert dit exploration, va-et-vient partout dans la map, mais le jeu se basant sur un élève de Poudlard, le château serait une sorte de base, de point de repère, d'où on partirait pour chaque mission. Et dans les films, le premier moyen d'entrer dans le château c'est la cour d'entrée, à laquelle on accède par le hangar à bateau, auquel on accède par bateau accessoirement. Et pour un jeu, si on doit constamment utiliser un bateau pour sortir du château, c'est pas l'idéal. C'est sympa une fois, deux fois, ça serait peut-être cool d'être intégré dans le jeu, mais en soi, c'est pas vraiment praticable. On aurait bien une autre entrée, celle de la cour de l'horloge avec son pont en bois,
mais même si ça mène au dolmen puis à l'autre entrée du château, la tour de l'horloge n'est pas très bien reliée au reste du château. Et dans les jeux, quand on rentrait par cette tour-là, il fallait du coup monter au 5e étage de la tour pour ensuite passer la passerelle et accéder au reste du château. Donc niveau entrée du bâtiment, c'est pas l'idéal. Pour faciliter les allers-retours du joueur entre le dehors et le dedans, l'idée d'une nouvelle entrée du château a dû intervenir rapidement dans les discussions des concepteurs et elle a pris forme avec ce jardin qui mène à un porche et une route de ce côté-là de l'école. Surtout que la forme de cathédrale, je trouve, passe plutôt bien comme une nouvelle entrée au château et le jardin est assez sympa. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre la nostalgie de la vision du château, l'image du château qu'on avait et la nouveauté qu'on va apporter avec cette nouvelle entrée. On remarque aussi la cabane du garde-chasse qui est située juste ici. La cabane a donc changé d'emplacement car avant elle se trouvait à l'opposé en direction des dolmens. Mais là du coup elle se trouve plus proche de cette entrée-là à côté du jardin d'entrée. Et il me semble que de toute façon, la façon dont le château est légèrement réorienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre fait que la partie où se situait la cabane d'Hagrid en fait est maintenant dans l'eau. Donc je pense qu'on aura un petit réaménagement de la map à cet endroit-là. C'est peut-être sans doute pour ça que la cabane d'Hagrid se trouve désormais à côté de la cathédrale. On nous montre tout de même la première entrée du château avec la cour d'entrée et la grande salle derrière cette porte-là, le début du viaduc ainsi que l'escalier qui mène au hangar à bateau. Donc cette entrée elle existe bien toujours et elle aura sans doute son importance dans le jeu comme première porte d'entrée du château. On peut voir aussi dans ce timelapse du château la nouvelle serre avec un jeu de terrasse qui ressemble aux fortifications des villes médiévales. On peut aussi remarquer que le chemin de marche qui mène au hangar à bateau auparavant remontant une falaise très abrupte est toujours là mais repose désormais sur 2-3 rochers et fait office de passerelle en sautant d'un rocher à l'autre, un design en soi beaucoup plus léger et moins agressif comme entrée du château. Autre plan extérieur du château que j'ai d'abord attribué à la cour de l'horloge avec la fontaine, qui ressemble un peu à celle du film, mais après réflexion, en fait, je me suis rendu compte que celle du film a vraiment un petit chapiteau au-dessus d'elle, et on voit de l'herbe, un arbre et ce qui ressemble à un cloître autour, donc je pencherais plus pour la cour de métamorphose. Et quand on compare l'apparence de ce qui semble être la base d'une tour ici et le haut d'une petite tour ici, qui elle est pour sûr de la cour de métamorphose, ça semble être les deux parties d'une même tour, donc ça confirme bien que ce qu'on voyait ici, c'était bien la cour de métamorphose. Le Quidditch, une grande question des fans, il a quasiment toujours été présent dans les films et les jeux. On voit ici un bâtiment qui doit servir de vestiaire. Dans le jeu du Prince de Sang-Mêlé, on avait ce genre de truc, en fait c'était un vestiaire qui permettait d'accéder aux matchs. On ne sait pas par contre comment seront intégrés les matchs de l'année dans le jeu. On ne sait pas si notre personnage jouera au Quidditch ou pas. On sait qu'il y aura du ballet, qu'on aura des cours de ballet et des exercices, mais est-ce que notre personnage fera forcément partie de l'équipe? Il peut très bien être mauvais en Quidditch, comme des tas d'élèves. Du coup, ça reste en suspens. Dans ce plan avec Poudlard en arrière-plan, je me demande si c'est pas le seul cogneur qu'on aperçoit. Si c'est le cas, le trou dans les racines pourrait certainement nous mener à la cabane hurlante, ce qui serait super stylé. Je pense qu'il y a une certaine attente vis-à-vis des alentours du château, que ce soit Préolard, le sol cogneur, la forêt interdite, tout genre de trucs, auxquels on s'accroche quand on parle d'exploration en dehors de Poudlard. Ce qui est plus loin après, y a très peu de détails dans les livres ou dans les films, donc on n'a pas d'attente particulière en fait, mais ce qui est vraiment les éléments auxquels on se rattache autour de Poudlard, là il y a vraiment des attentes, du coup je pense qu'il faut vraiment pas qu'ils se foirent sur ça. On a aussi ce cimetière qu'on voit dans une scène avec Nick quasi sans tête, donc même si on ne voit pas le château, on se doute quand même qu'on n'est pas loin. Il faut avouer que c'est lugubre, un cimetière dans un château qui sert d'école en fait pour des élèves, mais en soi on a déjà connu des couloirs interdits, des chambres de secret qui cachaient des monstres qui pouvaient tuer les élèves d'un regard, donc en soi un cimetière c'est pas étonnant, sans oublier que l'école elle a quasiment 1000 ans à ce moment-là, donc il y a peut-être des sorciers importants qui sont décédés sur cette période-là et qui sont enterrés ici. Même si le château se trouve sur une falaise, on remarque tout de même qu'elle est bien moins abrupte que dans les films. On peut voir aussi dans ce premier concept art des designers du jeu que le château avait l'air de descendre petit à petit de la falaise, ce qui, quand on regarde plus en détail, n'est pas faux. Dans les films, on avait un Poudlard très rectiligne avec la cour d'entrée, le viaduc et la cathédrale qui se trouvaient sur le même plan, tandis que là, on voit que déjà entre la cour et le viaduc, il y a des marches à descendre, et de loin, on peut voir la forme d'escalier qui se dessine et qui abaisse progressivement la hauteur du château. Les serres sur l'avant sont aussi plus basses que la cathédrale, et les jardins successifs sont de plus en plus bas et se rapprochent du lac. Je trouve que changer justement les niveaux du château, ça rend le château un peu plus intégré en fait dans le paysage. Auparavant, on avait vraiment un château sur un pic rocheux au milieu de nulle part, sans respect vraiment de l'horizon, alors que là, le château s'intègre à la topographie, et je trouve ça beaucoup plus sympa. L'apparence extérieure est plutôt similaire à celle présente dans les films et dans les 3-4 derniers jeux de la franchise. Je pense qu'ils sont concentrés sur des petites transformations locales pour garder l'esprit du château, mais pour lui apporter plus de recoins et de déambulations. On voit bien ici qu'il y a l'air d'avoir des réaménagements sous la cour d'entrée. Le viaduc n'est pas non plus au-dessus d'un précipice énorme, mais plutôt au-dessus d'une petite chute d'eau. Le viaduc d'ailleurs a l'air un peu plus petit. Je sais pas si c'est une question de proportion, de taille tout simplement, mais le château a l'air un peu moins oppressant que ce qu'on a pu voir dans les films.
Ensuite, on se trouve à l'intérieur du château. Le premier intérieur qu'on nous montre, c'est cette pièce. Alors vous ne la reconnaissez sans doute pas, elle est en quelque sorte absente des films, mais présente dans les jeux. Quand je dis qu'elle est en quelque sorte absente des films, c'est qu'en gros, dans les 3 premiers films, il n'y a pas de cour d'entrée. En fait, c'est un bâtiment d'entrée qui est équipé avec un escalier, comme c'est décrit dans les romans en fait. Mais le design d'une cour d'entrée qui sert à la cour de l'horloge dans le 3e film a dû donner envie aux designers de Poudlard, et dès le 4e film, une seconde cour sera créée à la place de ce bâtiment d'entrée qui disparaît ainsi que son escalier. Quelques années plus tard, et notamment pour l'Ordre du Phénix, les créateurs des jeux devant meubler le château désormais explorable avec de nouvelles pièces ont réutilisé ce design d'une entrée avec un escalier en face et en ont fait l'entrée du bâtiment du viaduc. C'est un lieu qui n'est jamais exploré dans les films et du coup c'est l'occasion de réutiliser ce design ici. Et malgré un manque de ressemblance frappant, je suis convaincu qu'il s'agit ici de l'entrée du viaduc, du coup de ce nouvel escalier qui est retravaillé, de par cette porte ainsi que la composition des fenêtres qui nous est familier quand on regarde de l'extérieur. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous conseille de regarder la forme de l'escalier au fond qui est circulaire, la pièce semblant être symétrique, j'imagine qu'en plan ça donnerait quelque chose comme ça, et pour moi ça laisse pas de doute, c'est bien l'entrée du viaduc. En revanche, ces pièces vous seront plus familières. On a en premier lieu la grande salle avec ses bougies flottantes et 4 rangées de tables. Mais petit changement, on voit qu'à la place d'une pièce rectangulaire et classique comme dans les films, là on se rapproche plus d'un plan de cathédrale avec une nef, des travées qui donnent sur les bas-côtés, et le chœur en demi-cercle à l'emplacement de la table des professeurs. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. Les salles communes des 4 maisons sont pour la première fois toutes incluses. On reconnaît tout de suite celle de Gryffondor avec des tapisseries rouges. Normalement, leur salle commune est censée se trouver au sommet de la tour de Gryffondor, proche de ces 3 petites tours. Du coup, je vois pas comment on peut avoir 2 grandes baies vitrées comme celle-ci dans une toiture conique. Alors peut-être que c'est une pièce magique qui ne se voit pas de l'extérieur, et même si c'est le cas souvent dans le monde magique, je préférerais quand même qu'on puisse avoir un plan clair et des pièces qui s'abriquent bien les unes avec les autres, sans utiliser le prétexte du c'est de la magie pour avoir des pièces qui sont plus grandes ou plus petites de l'extérieur, et ce genre de mécanique que je trouve dommage. La salle commune des Serpentards nous évoque la même ambiance verdâtre et froide comme vu dans le 2e film. On voit la baie vitrée ici qui donne sous le lac noir, donc on est bien dans les sous-sols du château. Personnellement, je la trouve beaucoup trop classe avec les drapés et l'ambiance. C'est vraiment ce qu'on attend de la salle commune de Serpentard. Celle de Serdaigle est aussi pas mal dans son genre, on n'a pas eu l'occasion de la voir adaptée dans le dernier film, mais elle est comme décrite dans le roman. Elle doit se situer dans une tour, on le devine par la forme ronde du tapis, mais aussi par les fenêtres et le télescope. On peut deviner peut-être le plafond étoilé qui est décrit dans les romans juste ici. On aperçoit 2 rampes d'escalier à droite et à gauche de l'image qui mènent peut-être à un étage inférieur. Ça ressemble un peu à la rampe d'escalier sur la terrasse d'astronomie dans Le Prince de Sang-Mêlé, et ça tombe bien car je crois que leur salle commune se trouve pas loin de la tour d'astronomie. Et la dernière, inédite, la salle commune de Poufsouffle, qui n'est jamais visitée ni dans les romans ni dans les films, elle est ici plutôt chaleureuse et elle aussi censée se trouver en sous-sol à proximité des cuisines, et ça a l'air d'être le cas puisque je vois pas de fenêtre, et sur cette vue on voit bien qu'il y a un puits de lumière zénithal, donc on est bien en sous-sol, et je pense même que le puits de lumière donne sur la cour pavée qui se situe juste en haut. Tout ça me fait poser des questions sur les mécaniques d'accès aux salles communes. On pourra sans doute rentrer facilement dans notre salle commune, mais quelles seront les mécaniques pour rentrer dans les salles communes des autres maisons? Je sais plus si c'est explicitement dit dans les romans, s'il est interdit de se trouver dans la salle commune d'une autre maison que la nôtre, mais en soi je vois pas pourquoi 2 amis d'une maison différente n'auraient pas le droit de passer du temps ensemble dans les salles communes de l'un ou de l'autre. Non, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. On passe ensuite aux salles de cours, à commencer par la serre de botanique. Elle a une apparence très typique de son époque, ça fait penser au Crystal Palace de Londres ou au Grand Palais à Paris. On a aussi la classe de sortilège avec des boiseries légèrement violettes et des sorts écrits au mur comme dans les films, ce que je n'avais d'ailleurs jamais remarqué dans les films. Même si l'agencement change un petit peu, on retrouve toujours ce design de gradin comme dans les anciennes universités. La salle de défense contre les forces du mal n'a pas l'air de changer en revanche, la même forme, le même petit escalier qui mène au bureau du prof et le squelette suspendu au plafond. Comme c'est le cours le plus célèbre, ils ont sans doute pas trop voulu changer ça. Idem pour la salle de potion qui se trouve dans une cave, c'est assez difficile d'en deviner la forme, mais le design des voûtes et des fenêtres est quasiment le même que dans les films ou dans les jeux. Une nouvelle salle de cours qu'on ne voit jamais à l'écran, l'histoire de la magie. On ne voit qu'un côté de la salle, elle n'a pas l'air dingue non plus de ce qu'on raconte dans les romans, c'est le cours le plus ennuyeux de Poudlard, donc sans doute que la pièce doit pas être non plus dingue. On voit aussi rapidement la salle de divination qui semble être au sommet d'une tour. Il me semble pas avoir vu la salle de métamorphose, alors je me trompe peut-être mais je crois pas l'avoir vue, c'est pourtant l'une des plus reconnaissables du château, elle sera sans doute présente puisque la cour de métamorphose est là, donc il doit y avoir les cours qui sont liés à la métamorphose. Il y a aussi les autres cours optionnels, l'étude des runes, l'arithmancie, les cours de soins aux créatures magiques, tout ça c'est des cours qui sont optionnels et qui sont ajoutés à partir de la 3e année. Du coup comme notre élève est en 5e année, il doit avoir ces cours là. Je pense qu'ils feront du coup
coup les salles de classe dans le château. On n'ira peut-être pas à tous les cours, mais je pense que ces classes seront présentes aussi. On retrouve la salle de bain des préfets, différente de celle du film mais fidèle à 100% à la description dans le livre, avec la peinture d'une sirène, les robinets dorés et le plongeoir. Les créateurs des jeux l'avaient situé juste ici avant, juste au-dessus de l'infirmerie. Si son emplacement change, ça me dérange pas plus que ça en fait, c'est pas une pièce hyper importante dans le château. Tant qu'elle est dans le château, c'est l'essentiel. En nous présentant un des compagnons du personnage, on découvre la bibliothèque avec sa section interdite. On devine un escalier en colimaçon à l'arrière de l'image. Il est identique à celui qu'on voit dans un autre plan, donc j'imagine que la bibliothèque s'organise sur plusieurs étages, avec une distribution verticale par le biais de cet escalier. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes! Ça n'est jamais évoqué dans les films, mais les cuisines de Poudlard se situent juste en dessous de la grande salle. Les elfes travaillent dedans et on a aussi 4 grandes tables de préparation. Et en fait, au moment du repas, le directeur donne le signal et les elfes font passer la nourriture par le plafond en fait. C'est comme ça que la nourriture apparaît sur les tables. Est-ce qu'on aura à cuisiner dans le jeu ou du moins à se nourrir? Je sais pas si on aura un truc comme une barre de faim ou quelque chose dans le genre. S'il y a pas, c'est tant pis. S'il y a, tant mieux. Je trouve que c'est pas vraiment le truc le plus important, il y a d'autres trucs sur lesquels les créateurs doivent gérer, genre la façon de jeter des sorts ou l'aménagement du monde ouvert. Escalier inconnu, avec cet aspect un petit peu dans tous les sens, je me demandais si c'était pas leur version du grand escalier. Ce serait un parti pris très risqué de transformer autant en escalier aussi mythique de la saga, comme ça a été le cas dans les Reliques de la Mort deuxième partie, mais en regardant en détail, je pense qu'on a plus affaire à une nouvelle pièce du château. L'escalier n'a pas l'air de monter sur tous les étages, et le squelette de rhinocéros sur un socle me fait penser à une galerie de l'évolution comme à Paris. Est-ce qu'on aurait une sorte de salle de zoologie ou de galerie de la métamorphose? C'est vrai qu'avec la sortie des Animaux Fantastiques, il y a un engouement de la communauté pour les animaux du monde magique, et peut-être que c'est intégré dans le château de cette façon-là, en fait, dans une nouvelle pièce. J'arrive pas trop à la situer dans le château, mais je pense que vu l'emplacement des fenêtres et des portes, elle devrait se situer dans un des angles de la cour de métamorphose. Par contre là, je pense qu'il s'agit de l'escalier principal, sous la forme d'un cylindre, avec cette fois pas des escaliers qui bougent mais des marches. Disons que l'escalier principal est supposé se trouver dans la tour de Gryffondor qui est ronde. Je trouve ça plus logique d'avoir affaire à un escalier en colimaçon plutôt qu'un escalier rectangulaire qui rend difficile l'aménagement du reste de la tour. Un carré dans un rond, c'est pas l'idéal. On nous présente aussi la salle sur demande, on nous raconte qu'elle servira de repère à notre personnage, une sorte de salle des trophées, on pourra faire des potions, faire pousser des plantes, on aura même un vivarium géant, avec le même mécanisme que la valise de Norbert Dragono dans les Animaux Fantastiques, et je pense que c'est un clin d'œil vraiment à la saga, puisque dans ce vivarium, on ira pour soigner les animaux qu'on aura pu récupérer dans les alentours de Poudlard. On retrouve aussi la salle sur demande dans sa version placard géant, comme on peut le voir dans Le Prince de Sang Mêlé. Je me demande du coup quelles seront les mécaniques pour changer la destination de la pièce. Comment est-ce qu'on va demander du coup qu'on veut aller dans notre salle des trophées, ou qu'on veut aller dans le bazar, ou est-ce que... Enfin voilà. Il y a quelques intérieurs que je ne saurais pas trop classer. Ici on voit une pièce ronde avec des arcades qui ressemblent à des portes de téléportation. Si j'imagine le lieu dans Poudlard, j'aurais bien dit du coup dans une cave, mais je pense que c'est le ciel qu'on voit apparaître ici. Et je vois pas de tour avec ce genre de décor, hormis la tour de guet ou la tour d'astronomie, et aucune des deux ne correspondrait vraiment à l'ambiance très sombre qui donne plus l'impression qu'on est en dehors du château. Pour ici aussi, je pensais qu'il s'agissait de leur version de la chambre des secrets, avec une grande statue d'un homme barbu, mais d'après ce qu'ils nous disent au moment où ils nous la montrent, je pense qu'il s'agit plus d'une pièce en dehors du château. Mais pourquoi pas réinventer d'autres secrets ou d'autres trucs cachés dans le château. On nous raconte bien qu'on pourra explorer le château, bien connu pour ses secrets, donc c'est une petite porte ouverte sur ce genre d'intrigue. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra visiter la chambre des secrets, que ça sera intégré dans le scénario comme quoi notre personnage a pu aller dans la chambre des secrets avant Voldemort des années plus tard. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? On s'éloigne ensuite un peu plus du château avec Préolard. On aura des boutiques comme des librairies, des magasins de potions ou de vêtements, et sans doute plus. Dans ce plan-là, on voit la tour de Gryffondor en arrière-plan, et d'après son orientation, on devrait se trouver juste ici. Pas vraiment de l'autre côté du lac comme c'était le cas avant, mais en soi ça change rien. Autre lieu extérieur qui nous est suggéré à 2 reprises, la banque de Gringotts, dont on discerne le chandelier ici, à travers une sorte de miroir de téléportation. On sera sans doute amené à visiter Gringotts, l'antagoniste de l'histoire étant un gobelin, et les gobelins étant ceux qui dirigent la banque. Il y aura sans doute un lien avec ça. En revanche, on se rappelle que la banque et le chemin de traverse se trouvent à Londres, 400 km plus au sud du château qui lui se trouve en Écosse. Ça m'étonnerait qu'ils aient modélisé la totalité de la Grande-Bretagne juste pour le jeu, pour qu'on puisse aller emballer à Londres. Même si ce jour, la seule idée de la map qu'on a, c'est ce petit aperçu, dans lequel on ne voit ni Londres ni Poudlard, donc ça ne nous avance pas plus.
Personnellement, je ne pense pas que Londres sera présente dans la map et je pense que le chemin de traverse sera uniquement accessible par téléportation ou par passage secret, comme le miroir justement. Cependant, on nous a montré Préolard et on a bien insisté sur la gare d'où arrivent les élèves depuis Londres lors de la rentrée. Est-ce qu'on aura un système ferroviaire qui sera intégré dans la map? On sait qu'on pourra se déplacer à pied, en balai ou en créature magique, et je trouverais ça cool et assez immersif d'avoir ne serait-ce que 3-4 arrêts de train qui mèneraient à des villes importantes de la map, ou des lieux du moins importants dans la map. On nous montre justement des hameaux avec des marchés et des jeux, peut-être des vendeurs plus particuliers pour acheter de quoi faire des potions interdites ou apprendre des sorts dangereux. Il me semble qu'on a la possibilité de choisir son chemin entre le bien et le mal, donc c'est cool, ça rajoute un peu de RP au jeu. On découvre aussi une multitude de lieux inédits et extérieurs à Poudlard. Tout d'abord une mine avec un petit côté Mordor steampunk. On sait que les gobelins travaillent le métal, donc peut-être que c'est une mine de métal précieux. Je pense que ce plan-là doit être l'extérieur de la mine, ça ressemble quand même pas mal à nos mines, à nous les moldus. On peut noter ici une porte similaire à celle d'un concept art sorti plus tôt. On a aussi des décors de villages médiévaux, des ruines d'églises, et ce qui ressemble à un port à côté d'un lac. On aura donc, je pense, pas mal de bâtiments qui vont être disséminés dans la map. Restera à savoir comment la circulation entre eux se fait. On remarque sur les morceaux de map des chemins qui suivent la topographie. En zoomant un peu sur la map, on voit bien qu'il y a des petites stèles un peu partout dans l'image. Beaucoup pensent que ça va être des points de téléportation qui se matérialisent dans les vidéos, je pense, par des petites flammes qu'on voit, des flammes vertes qui ressemblent aux flammes qu'on voit dans les cheminées, le système de cheminée qui permet de se téléporter partout dans le monde magique. Donc on aura différents moyens de voyager, je pense, et de s'approprier un peu l'espace de ce monde ouvert. Chemin de travers. Qu'est-ce qu'il a dit? Chemin de travers. C'est bien ce qui me semblait. Voilà ce qu'on peut voir dans les bandes annonces à ce jour. Je trouve que pour le Poudlard qui est dedans, en fait, on a vraiment cet équilibre entre la nostalgie du Poudlard qu'on a connu dans les romans et dans les livres, et la nouveauté qui va être apportée. J'espère quand même qu'ils vont pousser un peu plus la créativité des nouvelles pièces dans le château, tout en respectant bien l'ambiance qu'on a pu y trouver nous en lisant les romans ou en regardant les films. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau château dans les commentaires, si vous avez des attentes particulières. J'essaierai d'être présent aussi sur les réseaux sociaux, si jamais les concepteurs sortent de nouveaux visuels ou de nouvelles vidéos d'ici la sortie du jeu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram, je mettrai le lien en description. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça vous a intéressé. La prochaine vidéo sortira d'ici 2-3 semaines, et on aura aussi une autre vidéo qui sortira quand le jeu sortira. Je vous emmènerai visiter un petit peu le château et débunker ce qu'on aura évoqué dans cette vidéo là. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.